2 jours à peine s'étaient écoulés depuis mon mariage. 2 jours de flottement dans une bulle de bonheur si parfaite qu'elle semblait irréelle. J'ai ouvert mon ordinateur portable, installé confortablement sur notre nouveau canapé, une tasse de thé fumante à portée de main, m'attendant à découvrir un message attendrissant de mes parents. Une photo d'eux, rayonnant, ou quelques mots maladroits mais sincères pour nous souhaiter une vie de joie. À la place, une facture s'est affichée sur l'écran, froide et implacable. Chaque fleur, chaque chaise, chaque assiette de nourriture y était méticuleusement listée, comme si j'étais une cliente qu'ils avaient reçue, et non leur propre fille. Le total, inscrit en gras au bas de la page, me noue à l'estomac, 36 000 €. C'était le même couple qui, sans ciller, avait offert un chèque de 400 000 € à ma sœur en guise de cadeau de mariage. Lucas, mon mari depuis 48 heures, s'est figé à côté de moi, le souffle coupé. « Manon, qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une incrédulité totale. À cet instant, je pensais que cette facture était la trahison ultime. Mais le véritable choc, celui qui allait tout faire basculer, n'est arrivé que lorsque des coups violents se sont mis à résonner contre ma porte d'entrée. J'ai grandi dans un paisible village de Provence, un de ces endroits de carte postale où chaque maison de campagne semblait parfaite vue de l'extérieur, des pelouses fraîchement tondues, des couronnes de fleurs sur les portes qui changeaient au fil des saisons, et des allées de gravier bordées par les mêmes berlines argentées. Mes parents, Jean et Monique Lambert, s'intégraient à merveille dans ce décor. Ils étaient le genre de couple que les gens admiraient lors des apéritifs entre voisins. Réussi, posé, toujours un sourire affable aux lèvres. Pour qui ne nous connaissait pas intimement, nous aurions pu passer pour une famille unie, normale. Mais derrière les portes closes, dans l'intimité de notre foyer, tout tournait inlassablement autour de ma sœur aînée, Camille Lambert. Elle avait 4 ans de plus que moi et semblait irradier une lumière particulière dans chaque pièce où elle entrait. Mes parents l'adoraient, c'était une évidence. Ils chantaient les louanges de ses notes, exposaient fièrement ses trophées sportifs sur la cheminée et vantaient ses accomplissements à quiconque voulait bien les écouter. Quand Camille désirait un nouveau téléphone, elle l'obtenait dans la semaine. Quand elle voulait de nouveaux vêtements, maman l'emmenait faire les boutiques. J'étais l'enfant qui héritait des vêtements de seconde main et qui avait appris à faire durer un jean pendant 3 années scolaires. J'ai commencé à travailler à 16 ans, non pas parce qu'on m'y forçait, mais parce que je désirais des choses que mes parents n'étaient pas disposés à m'offrir. Ils appelaient ça « forger le caractère ». À l'époque, naïvement, je les croyais. Le favoritisme n'était ni bruyant ni cruel. Il était subtil, silencieux, presque insidieux. Une porte de chambre qui se fermait ici, une douce tape sur l'épaule de Camille là. Pendant les vacances, c'était Camille qui choisissait le restaurant, les activités familiales, et même les films que nous regardions tous ensemble. J'ai donc appris à me fondre dans le décor, à ne pas prendre trop de place. Lorsque je suis parti à la grande ville pour mes études, puis suis devenu ingénieur en informatique, j'avais bâti mon indépendance comme une armure. Et la plupart du temps, cela fonctionnait. Je m'étais taillé une vie qui me semblait stable, même si une partie de moi se demandait encore pourquoi les personnes qui m'avaient élevé ne semblaient jamais vraiment me voir. Et puis, j'ai rencontré Lucas Dubois, aujourd'hui mon mari. Lucas venait d'une famille chaleureuse, équilibrée, qui m'a traité avec une gentillesse si naturelle que je n'en avais jamais connu de pareil en grandissant. Sa mère m'a serré dans ses bras la toute première fois que nous nous sommes vus. Son père m'a posé des questions réfléchies sur mon travail. Ses frères et sœurs plaisantaient avec moi comme si j'avais toujours fait partie de leur cercle. Lucas, lui, voyait aussi les parties silencieuses de ma personnalité. Le calme que je m'imposais, cette habitude de me faire toute petite, la manière dont j'écartais les petites blessures d'un revers de la main. Il ne laissait rien passer. Il a appris à me connaître, vraiment. Alors, quand il m'a demandé en mariage l'année dernière, j'ai eu l'impression que c'était le début de quelque chose de doux et de vrai. Mes parents ont réagi avec un enthousiasme qui m'a presque surprise. Ils ont posé des questions sur le traiteur du domaine champêtre que nous envisagions. Ils ont insisté, sans la moindre hésitation, pour payer l'intégralité du mariage. Après avoir donné 400 000 € à Camille pour le sien, l'offre n'aurait pas dû me choquer, mais ce fut le cas. Pas à cause du montant, mais à cause de la sincérité qui semblait émaner de leurs paroles. J'ai eu l'impression, pour la première fois de ma vie, qu'ils voulaient me traiter comme ils l'avaient toujours traité, elle. Je me suis autorisé à y croire. Et cette croyance allait me coûter bien plus cher que ce que la facture n'indiquerait jamais.
Le jour de notre mariage fut simple, chaleureux, et exactement ce que Lucas et moi voulions. Nous l'avons célébré dans un magnifique domaine champêtre, avec des guirlandes lumineuses suspendues bas dans les arbres et une musique douce qui flottait entre les tables. Mes parents, Jean et Monique, sont arrivés en avance. Ils m'ont prise dans leurs bras, ont complimenté le lieu et ont insisté pour régler les derniers soldes avec le même enthousiasme joyeux qu'ils affichaient depuis des mois. Ce n'était pas un mariage extravagant comme celui de Camille, qui avait fait les chroniques mondaines du journal local, mais il était intime et honnête. Il me ressemblait. Pendant la réception, j'ai surpris ma mère en train d'essuyer une larme alors que Lucas et moi dansions notre première danse. Mon père a donné une grande claque dans le dos de Lucas, louant les vœux qu'il avait écrits. Pendant un bref instant, je me suis demandé si les années de distance entre nous n'étaient pas finalement en train de se dissiper. Si c'était ça, la sensation d'être vu, d'appartenir à quelque chose. Je me suis endormi cette nuit-là en croyant que quelque chose au sein de ma famille avait changé, d'une manière que je n'aurais jamais osé espérer. 2 jours plus tard, cette illusion a volé en éclats. J'étais encore entouré de cadeaux à moitié déballés et de rubans épars lorsque je me suis assise avec mon ordinateur. Lucas préparait du café dans la cuisine, et son parfum embaumait l'appartement. Je pensais que mes parents auraient pu envoyer un mot doux ou peut-être une photo qu'ils avaient prise pendant la cérémonie. L'objet de l'email, paiement mariage, ne m'a pas inquiété. Au contraire, j'ai supposé qu'il s'agissait d'un récapitulatif qu'ils voulaient que je conserve pour mes archives. Mais lorsque l'email s'est ouvert, l'air dans l'appartement a semblé se raréfier. Ce n'était pas un récapitulatif. C'était une facture. Une note de frais détaillée, listant chaque aspect de notre journée de mariage. Les arrangements floraux, chaque bouquet étant comptabilisé, les amuse-bouches, les chaises de location, même les guirlandes lumineuses. Chaque ligne était soigneusement dactylographiée, chaque coût additionné comme si mon mariage avait été un événement d'entreprise qu'ils avaient organisé en mon nom. Le total au bas de la page m'a frappé comme un coup de poing. 36 000 €. Pendant un long moment, je suis resté là, à fixer l'écran. Je ne bougeais pas. Je ne clignais même pas des yeux. C'était comme si mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux lisaient. Lucas s'est approché avec 2 tasses, les a posées sur la table et s'est penché vers moi. « Et, ça va ?» Sa voix s'est éteinte au moment où il a vu l'écran. « Manon, qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas », ai-je murmuré. « Je ne comprends pas. » Mais si, je comprenais. Au plus profond de moi, dans cet endroit qui se souvenait encore de chaque carte d'anniversaire oubliée, de chaque vêtement de seconde main, de chaque fois où on m'avait dit d'être patiente parce que Camille avait besoin de quelque chose en premier. Je comprenais parfaitement. Ce n'était pas nouveau. C'était le même schéma, simplement habillé de manière plus élégante. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de ma mère. J'espère que tu as bien reçu la facture. Merci de régler cela rapidement. Nous étions d'accord que c'était la chose responsable à faire. Responsable ? Le mot a provoqué une torsion douloureuse dans ma poitrine. Mes parents avaient proposé de payer pour le mariage. Ils avaient même insisté. Je ne leur avais jamais demandé un centime. Je ne m'étais jamais attendu à ce qu'ils égalent les 400 000 € qu'ils avaient offerts à Camille. Je ne tenais pas les comptes. Mais cette démarche, froide et calculée, donnait l'impression qu'ils avaient tendu un piège et m'avaient regardé tomber dedans. Lucas faisait les 100 pas, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Ils ne peuvent pas être sérieux, Manon. C'est de la folie. Mais mes parents avaient toujours été sérieux quand il s'agissait d'argent, surtout lorsqu'il s'agissait de contrôler qui en bénéficiait. J'ai relu l'email encore et encore, cherchant un signe que c'était une erreur, un soupçon de sarcasme, c'est une blague, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Juste la facture, l'attente brutale, et la prise de conscience que toute la chaleur du mariage n'était pas de l'amour, mais une simple performance. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière les immeubles par notre fenêtre, je suis resté assise à la table, ressassant de vieux souvenirs. Camille recevant le dernier smartphone alors que le mien était rafistolé avec du ruban adhésif. Camille recevant des vêtements neufs tandis que les miens arrivaient dans un sac en plastique étiqueté « à donner ». Camille recevant 400 000 € avec un sourire fier, tandis que moi, je recevais une facture. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ravalé ma peine. Je ne me suis pas dit que je surréagissais.
Je n'ai pas cherché l'excuse d'un malentendu. Ce n'était pas une erreur. C'était un message. Et c'était le tournant que j'attendais sans le savoir. Je n'ai pas dormi de la nuit où la facture est arrivée. Lucas a essayé plus d'une fois de me prendre dans ses bras pour me calmer, mais mon esprit tournait en boucle sur la même litanie douloureuse. La liste, le ton, l'attente. Toutes ces années où je m'étais convaincu que les choses n'étaient pas aussi déséquilibrées qu'elles le paraissaient. Au matin, quelque chose en moi s'était apaisé. Pas une anesthésie, mais une clarté nouvelle. Si c'était ainsi que mes parents voulaient être, alors je devais décider qui je serais en réponse. Lucas était assis en face de moi à la table de la cuisine, l'inquiétude se lisant sur tout son visage. « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je vais la payer, ai-je dit. » Il a cligné des yeux. « Manon, tu ne leur dois pas ça. »« Je sais. » Ma voix était stable, plus stable que ce que je ressentais. « Mais je la paie quand même. Pas parce que je leur dois quoi que ce soit, mais parce que j'en ai fini de les laisser utiliser l'argent comme une laisse. » J'ai sorti mon carnet de chèques. Écrire le montant total en lettres soignées m'a procuré un étrange sentiment de puissance. Pour la première fois, je n'essayais pas de négocier, d'expliquer ou de mériter leur approbation. Je ne prétendais plus que la balance avait un jour été équilibrée. Lucas m'a serré la main. « Si tu as besoin de moi, je suis là. » J'ai hoché la tête, reconnaissante, et j'ai glissé le chèque dans une enveloppe. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai écrit une lettre. Mesurée, honnête, et douloureusement directe. Je leur ai dit à quel point j'étais blessé, comment leur offre m'avait semblé être une mise en scène, comment la facture n'était pas seulement une note de frais, mais la confirmation d'une vie de favoritisme et de manipulation émotionnelle. J'ai écrit que je n'accepterais plus jamais d'argent, d'aide ou de cadeaux assortis de conditions. Je leur ai dit que je renonçais à tout futur héritage. Et puis j'ai écrit les mots que je n'aurais jamais pensé écrire, ceci sera notre dernière interaction financière. J'ai scellé l'enveloppe et l'ai postée avant de perdre ma résolution. Pendant le reste de la journée, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de ma mère, Monique. Pas de SMS de mon père, Jean. Ce silence aurait dû être paisible. Au lieu de cela, il ressemblait à un orage sur le point d'éclater. La tempête a frappé le lendemain matin. Mon téléphone s'est illuminé de messages de ma famille élargie, une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des années, quelques cousins qui se souvenaient à peine de mon anniversaire, même un oncle éloigné qui vivait à l'autre bout du pays. Chaque message disait une variante de la même chose. « Comment as-tu pu faire ça à tes parents ? Ils essayaient de t'apprendre la responsabilité. Tu es mélodramatique. Tu devrais t'excuser. » Je fixais l'écran, abasourdi par la rapidité avec laquelle le récit avait été déformé. Mes parents avaient de toute évidence été très occupés. Lucas a fusillé mon téléphone du regard comme s'il souhaitait le voir prendre feu. « Bloque-les, a-t-il dit. Tous. » Je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'avais besoin de comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Puis un email est arrivé d'une adresse que je n'ai pas reconnue au premier abord. Une adresse email professionnelle. C'était de ma mère. Manon, la facture n'était pas réelle. C'était une leçon. Tu n'étais pas censé la prendre au pied de la lettre. Nous avions prévu de te faire la surprise d'un cadeau de 100 000 € après que tu aies fait preuve de responsabilité. S'il te plaît, ne surréagis pas. J'ai relu ce paragraphe 3 fois. Une leçon, un test, un cadeau promis brandi comme une récompense pour l'obéissance. Lucas a lu par-dessus mon épaule et a marmonné, incroyable. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai déposé par mobile le chèque qu'il m'avait envoyé des mois auparavant pour les frais liés au mariage, de l'argent auquel je n'avais jamais touché. Je voulais qu'il soit traité immédiatement pour qu'ils ne puissent pas le déchirer et réécrire l'histoire. Leur test était terminé. Ma réponse était définitive. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un numéro que je reconnaissais. C'était le frère cadet de mon père, l'oncle Stéphane, quelqu'un qui avait toujours été en marge des réunions de famille. Quand j'ai répondu, sa voix était calme mais lourde. « Manon, j'ai entendu ce qui se passe. J'ai été à ta place. » Et c'est à ce moment-là que tout est devenu d'une clarté terrible. Ma famille avait déjà fait ça. Je n'étais pas la première,
et si je n'y mettais pas un terme, je ne serais pas la dernière. J'ai retrouvé l'oncle Stéphane le lendemain après-midi dans un petit bistrot du centre-ville. Il était le frère cadet de mon père, plus silencieux, plus observateur, et quelqu'un qui n'avait jamais semblé pleinement intégré au tissu familial. J'avais toujours senti qu'il y avait une histoire là, quelque chose de non dit. Maintenant, je savais enfin pourquoi. Il a remué son café lentement, les yeux fixés sur le tourbillon de crème. « Tes grands-parents m'ont fait la même chose », a-t-il dit. Ils utilisaient l'argent comme un moyen de tout contrôler. Quand je me suis rebellé, ils ont retourné toute la famille contre moi. Un frisson m'a parcouru l'échine. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est un schéma, a-t-il poursuivi. Et tes parents l'ont bien appris. Je me suis adossé à ma chaise, laissant la vérité s'installer. Cela ne rendait pas la situation moins douloureuse, mais cela la rendait plus claire. Je ne me battais pas contre une seule facture. Je me battais contre des décennies de conditionnement. Quand j'ai quitté le bistrot, je me sentais enfin certaine de la suite des événements. 2 soirs plus tard, au coucher du soleil, j'étais dans la chambre à coucher en train de plier du linge quand un coup tonitruant a fait vibrer la porte d'entrée. Puis un autre, et un autre. Manon. Une voix a hurlé dans le couloir. Ouvre cette porte tout de suite. Lucas a levé les yeux de son canapé, les yeux écarquillés. C'est. Oui, ai-je dit, mon estomac se contractant. C'est Camille. Ma sœur aînée, autrefois la fille en or de la famille, l'orbite autour de laquelle tout tournait, était maintenant devant notre appartement, martelant la porte à 2 poings. Le couloir amplifiait chaque cri comme un mégaphone. J'ai marché vers l'entrée, chaque pas stable, délibéré. Lucas planait derrière moi, protecteur, mais me laissant prendre les devants. Arrivé à la porte, je ne l'ai pas ouverte. Je suis simplement resté immobile et j'ai écouté. « Tu es incroyable, Manon !» a crié Camille, la voix brisée. « Tu as payé la facture. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu mis papa et maman dans l'embarras comme ça? » L'embarras. Le mot a écorché quelque chose de vif en moi. D'autres coups de poing se sont abattus sur le bois. Ils essayaient de t'aider. Ils t'ont donné une chance de faire tes preuves, et tu as transformé ça en un drame monumental. Mes mains se sont crispées le long de mon corps, non pas de peur, mais de lucidité. C'était exactement comme ça que Camille avait été conditionnée à penser. Tout ce qu'elle recevait était un cadeau. Tout ce que je recevais était conditionnel. Lucas a chuchoté, « Tu veux que j'appelle la sécurité de l'immeuble ?» Pas encore, ai-je murmuré. Je veux l'entendre. La voix de Camille s'est élevée à nouveau, si proche que je pouvais l'imaginer penché contre le Judas, son souffle embuant le métal. Sais-tu à quel point ils ont pleuré à cause de toi? Sais-tu à quel point maman a essayé de t'expliquer la leçon que tu étais censé apprendre? Si tu n'étais pas si égoïste, tu comprendrais. Une voisine a entrouvert sa porte au bout du couloir. Une autre a jeté un coup d'œil au coin du mur. Camille ne l'a pas remarqué. Elle était trop absorbée par sa performance. J'ai discrètement levé mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Camille a continué. Et maintenant, toute la famille en parle à cause de toi. Tout le monde pense que tu es une ingrate. Honnêtement, je suis d'accord. Sérieusement, Manon. Ils ont offert de payer. Tu aurais dû simplement accepter la facture et te taire. La mâchoire de Lucas s'est contractée. J'ai posé une main sur son bras, pour nous ancrer tous les deux. Et couper les ponts, a craché Camille. Vraiment? Pour de l'argent? Pour un stupide malentendu? Mon Dieu, il faut toujours que tu ramènes tout à toi. L'ironie m'a frappé si fort que j'ai failli en rire. Pendant 28 ans, tout avait tourné autour d'elle. Finalement, j'ai parlé. Pas fort, pas avec colère, mais avec la certitude calme de quelqu'un dont les yeux s'étaient complètement ouverts. Tu dois partir, Camille. Un silence. Puis, oh, alors tu es là. Ouvre la porte. Non. Pourquoi pas? Parce que tu n'es pas ici pour comprendre, ai-je dit d'un ton égal. Tu es ici pour renforcer le même schéma qui blesse notre famille depuis des générations. Je pouvais sentir sa confusion à travers la porte. Elle n'était pas habituée à ce que je parle si clairement.
Schéma? De quoi tu parles? Tu ne veux pas de réponse, ai-je dit. Tu veux l'obéissance. Tu veux que je rentre dans le rang et que je prétende que le monde a toujours tourné autour de toi. Je ne ferai plus ça. Son ton s'est aiguisé. Ne me psychanalyse pas, Manon. Ce n'est pas moi le problème ici. C'est toi. Non, ai-je dit doucement. Je dis juste enfin la vérité à voix haute. Elle a laissé échapper un rire aigu et désespéré. Tu délires. Papa et maman essayaient de t'apprendre à être responsable. Ils prévoyaient de t'offrir 100 000 € après. Tu as tout gâché. Il ne s'agit pas d'argent. Si, bien sûr que si. Non, ai-je répété, plus fermement cette fois. Il s'agit de contrôle. Il y a eu un long silence, juste l'air tremblant entre nous, puis un sanglot étouffé. Et alors? Tu en as fini avec nous tous? Avec toute la famille? Oui, ai-je dit. Jusqu'à ce que quelque chose change. Une respiration tremblante a retenti de l'autre côté. Très bien. Si tu veux jeter ta famille, vas-y. Mais ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que tu es seul. Je ne suis pas seul, ai-je dit en me tournant pour regarder Lucas. Plus maintenant. Quelques secondes plus tard, ses pas ont résonné dans le couloir, s'estompant à chaque martèlement. Une porte a claqué quelque part près de l'ascenseur. Et puis le silence a rempli l'appartement, frais et lourd, mais d'une certaine manière, libérateur. Lucas a enroulé ses bras autour de moi par derrière, posant son menton sur mon épaule. « Je suis fier de toi », a-t-il murmuré. Mon téléphone a vibré au moment même où il parlait. Un nouveau message vocal de mon père, Jean. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était basse, usée, rien à voir avec l'homme qui avait toujours parlé avec une autorité inébranlable. Manon, je ne veux plus me battre. Je pense que les choses sont allées trop loin. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on se voie, juste pour parler. Lucas a croisé mon regard. Tu veux y aller? Je crois que j'en ai besoin, ai-je dit. Le lendemain après-midi, j'ai retrouvé mon père dans un café au bord de la rivière. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, les épaules voûtées, les yeux fatigués. Sur la table entre nous se trouvait le chèque que je lui avais envoyé. Il l'a fait glisser vers moi. Nous ne voulons pas de ça, a-t-il dit. Reprends-le. Lentement, je l'ai repoussé de l'autre côté de la table. Non. Il a cligné des yeux. Manon, il ne s'agit plus d'argent. Et pour la première fois de ma vie, il n'a eu aucune réponse. Après cette rencontre avec mon père, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas de manière joyeuse, ni douloureuse, mais de manière définitive. Le poids que je portais depuis l'enfance s'est allégé. Lucas et moi sommes rentrés à pied sous le soleil de fin d'après-midi, et pour la première fois depuis des semaines, ma poitrine n'était pas serrée. Mes parents ont cessé d'envoyer des emails. La famille élargie s'est tue également, réalisant peut-être que leur message ne m'atteignait plus. Le silence ne semblait plus menaçant cette fois. Il semblait mérité. La famille de Lucas nous a invités à dîner ce week-end-là. Sa mère m'a serré dans ses bras. Son père m'a gardé la dernière part de tarte. Et pendant un instant, j'ai compris ce qu'une famille était censée être. Stable, simple, bienveillante. Je n'étais pas assez naïf pour croire que tout était réglé. Mais je n'étais plus piégé dans l'ancien cycle non plus. Pour la première fois de ma vie, l'avenir me semblait m'appartenir. Avec le recul, la facture n'était pas la véritable trahison. C'était le rappel de combien de temps j'avais accepté des miettes en appelant cela de l'amour. Poser des limites n'a pas brisé ma famille. Cela a finalement brisé le cycle. Et si vous vous êtes déjà senti invisible, ignoré ou contraint de garder le silence pour préserver la paix, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-moi quelle partie vous a le plus touché et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.